Je vais vous parler aussi de notre approche, nous, la Société Alzheimer de Québec. Nous sommes chapeautés par la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer, dont on a un mouvement, une approche, une philosophie centrée sur les besoins de la personne. Alors, c'est sûr que cette approche-là, vous allez la ressentir en venant chez nous. C'est une approche où est-ce que on avance avec le rythme de la personne. On respecte beaucoup sa dignité et on n'a pas d'objectif. On accompagne, on est à côté d'elle, on n'est pas ni devant ni derrière. Alors, c'est la même chose pour le proche aidant qui, dès qu'il nous appelle, c'est sûr qu'on va respecter sa limite, on va respecter votre rythme et on va aussi vous outiller parce que c'est tout un changement. Quand on connaît notre proche depuis 20 ans, 30 ans, c'est une relation qui s'est établie. On a des mécanismes, des automatismes, mais là, c'est d'apprendre à communiquer différemment. Des fois, notre proche a plus de problèmes à exprimer sa pensée, de comprendre aussi la signification des mots. Nous, on a l'approche vraiment non confrontante. Alors, on va vous apprendre à vous outiller afin de justement ne pas confronter la personne. Beaucoup vont nous dire, ben, mon proche, il s'isole, il parle de moins en moins, il ne veut plus voir ses amis. C'est des mécanismes de protection. Hein? La personne, inconsciemment, le sait qu'elle peut avoir des difficultés. Alors, on veut juste protéger notre dignité. Donc, c'est sûr que nous, on donne des suggestions, hein, comme par exemple, on va dire, ça donne absolument rien de dire, « Ah, ben, je te l'ai dit hier. Ah, mais t'as encore fait ça. » Hein? C'est plutôt d'y aller dans, « Ah, ben, c'est pas grave », de banaliser, de choisir nos batailles. Alors, ici, à la société, on vous accompagne là-dedans. Des fois, il peut y avoir des comportements qui nous surprennent. Nous, on appelle ça des comportements déroutants, hein, quand la personne, des fois, ne reconnaît pas nécessairement son proche. Elle sait qui elle est, mais ne se souvient pas de son nom. Alors, c'est sûr que quand on a un lien émotif, ça vient toujours nous chercher en tant que proche aidant, mais quand on comprend la maladie, moi, je dis toujours que le cœur ne fait pas d'Alzheimer. C'est l'empreinte émotive qui va rester. Si je suis gentille, la personne va se souvenir de moi positivement. Alors, on ne joue pas non plus avec la mémoire de la personne, hein. Exemple, quand les gens viennent au centre de jour, on affiche le menu du jour et on incite, on sensibilise la famille à dire « Regarde, est-ce que t'es pas la soupe aux légumes ce midi? » au lieu de dire « Qu'est-ce que tu as mangé ce midi? » Alors, c'est tout dans cette petite délicatesse-là qui fait que l'accompagnement est beaucoup plus facilitant, autant pour vous que pour votre proche. Nous, on est là aussi, pas seulement pour le proche aidant qui est là 24 heures sur 24, mais pour nous, un proche aidant, ben, c'est l'enfant. Même si demeure en Abitibi, c'est l'enfant. C'est un aidant. Le voisin, les amis, la famille. Alors, c'est important de sensibiliser tout ce monde-là afin d'avoir la même aptitude avec la personne pour justement qu'elle se sente bien et aussi vous départager, vous permettre de mieux vivre le quotidien. Je suis consciente aussi que chaque situation est unique. Alors, n'hésitez pas. On est là pour vous outiller. Peu importe la problématique que vous vivez, la difficulté, la petite barrière, nous, on est là pour vous aider, justement, dans établir une relation, bien maintenir le lien de confiance avec votre proche. Comment bien vivre avec ces nouveautés-là qui peuvent être surprenantes des fois. On est là pour vous outiller. On n'a pas la réponse à tout, mais on est là pour vous amener des pistes de réflexion, des stratégies. Et c'est sûr que la méthode essai-erreur est toujours là. Même si j'avais 40 ans d'expérience, je procède toujours encore avec essai-erreur. Alors, mon message est important pour moi aujourd'hui de vous dire de ne pas hésiter à nous appeler dès le début. Ou peu importe, même si après 2 ans, c'est important. Beaucoup de gens nous disent avoir su, j'aurais appelé avant à la société, j'aurais pu mettre des choses en place, me faciliter la vie. Ce qu'on veut aussi, c'est de vous préserver. Hein? On veut que vous économisiez votre énergie et que vous soyez là, un bon pilier pour votre proche. Je vous présenterai l'importance des activités significatives et des moments plaisants pour maintenir votre énergie et continuer de vous investir longtemps auprès de votre proche.
En suivant le parcours des personnes proches aidantes qui ont ressenti à un moment ou un autre de l'épuisement dans leur accompagnement, puis en leur demandant après coup qu'est-ce qu'ils auraient fait différemment s'ils avaient su, ils nous répondent ceci. Si j'avais su, je serais allé chercher de l'aide plus tôt. J'ai peur d'être perçue comme une mauvaise conjointe. Ma famille, mes proches devraient savoir que j'ai besoin d'aide. C'est pas à moi de leur demander. J'ai l'habitude de me débrouiller seule. Je veux pas déranger. Ils sont déjà tellement occupés par leur vie de famille, leur travail. Ça me gêne d'avoir à parler de ce que je vis comme proche aidant. Je veux pas avoir l'air de me plaindre et donner l'impression de ne plus être capable de m'occuper de mon proche. J'ai peur qu'une demande de placement soit effectuée. Je suis encore capable de continuer seule. C'est pas si pire que ça. C'est pas si exigeant au fond. Certains en font sûrement plus que moi, sans aide. Ma femme ne veut rien entendre des services qui sont proposés. Je crains sa réaction si quelqu'un d'autre s'en occupe ou s'occupe des activités de la maison. Je suis pas en mesure de payer pour des services professionnels. Demander de l'aide, c'est compliqué. Je manque de temps pour ça. De l'aide pourquoi? La plupart des aidants disent qu'ils ont accès à beaucoup d'informations, mais ce dont ils ont besoin, c'est de l'aide pour continuer à pouvoir quotidiennement faire des activités qui ont du sens pour eux. Dans leurs mots, ils diront « Essayer de faire le moins de deuil possible des bonnes activités que j'ai dans ma vie ». Voici les raisons pour lesquelles vous aurez avantage à rester proactif tout au long de l'accompagnement de votre proche dans vos activités signifiantes. Premièrement, parce que ces activités vous apporteront de l'énergie et elles vous permettront de durer dans l'aide que vous apportez. Et les activités plaisantes agiront en baume des tensions qu'apporte la maladie, que ce soit pour vous ou pour votre proche. Mais d'abord, voyons ce qu'est une activité signifiante. Une activité signifiante, c'est une activité qui vous permet d'activer votre corps, votre esprit, vos sens, d'exprimer votre identité personnelle, de créer et maintenir vos liens sociaux, de développer vos capacités et votre potentiel et de vivre du plaisir, ce qui vous apporte du bien-être et de la détente. Il faut savoir que nous accomplissons chaque jour plusieurs activités. Et ce sont toutes ces activités mises bout à bout qui constituent notre occupation, notre façon de vivre. Par ailleurs, une même activité peut être signifiante dans un sens et pas dans l'autre. Pensons à une activité de cuisine qui pourrait être plaisante quand il s'agit de préparer un repas de fête, mais qui pourrait l'être moins quand il s'agit de cuisiner pour se nourrir. Une activité extérieure, comme ramasser les feuilles, qui pourrait être ressentie comme une activité de plein air agréable, ou encore une corvée. Il y a donc des activités qui nous permettent d'activer notre corps, notre esprit, nos sens, qui permettent d'exprimer notre identité, de créer des contacts. Ce sont les activités signifiantes et ce sont celles qu'il faut protéger jalousement dans son quotidien. Par opposition, il y a les activités qui sont associées à un fardeau, un poids, une surcharge. Ce sont les activités sans valeur ajoutée. Celles-ci ont avantage à être modifiées, abandonnées ou déléguées à d'autres personnes. Finalement, il y a les activités qui sont ni significatives ni négatives. On dira donc d'elles qu'elles sont neutres. Sans être résolument négatives, elles mettent à risque de déséquilibre la personne qui les investit trop au détriment d'activités significatives qui permettent de renouveler l'énergie. Et c'est ce qui se passe quand les gens tardent à demander ou accepter de l'aide. Il est donc important de faire régulièrement un inventaire de ces activités, seul, avec un confident, un proche, ou encore par le biais d'un conseil de famille, pour rester vigilant quant à la balance entre ces activités signifiantes et les activités sans valeur ajoutée. Voici comment faire un inventaire de vos activités. Il s'agit d'abord d'identifier les activités qui présentent un fort intérêt pour vous, puis de mettre en place des stratégies pour les inclure dans votre quotidien. Au niveau de la santé et de la forme physique, pensons à la marche, la natation, la danse. Au niveau des sports, le hockey, le soccer, le billard, les quilles. Au niveau de la créativité, le chant, la couture, le tricot, jouer d'un instrument. Au niveau des activités intérieures, casse-tête, mots croisés, collections diverses. Les activités sociales, activités pastorales, bénévolat, assister à un concert. Les activités extérieures, camping, chasse, pêche. Les activités de divertissement, cinéma,
concerts, théâtre, les activités éducatives, les conférences, les cours, les langues étrangères, les activités de détente, lire, écouter de la musique, recevoir un massage, faire du jardinage. Si vous associez l'exercice d'ajouter des activités signifiantes dans votre quotidien à une corvée, c'est probablement que l'angle de départ n'est pas le bon. N'acceptez que les « il faut » que vous vous donnez. Les activités signifiantes sont là pour vous donner du plaisir et de l'énergie, pas une surcharge. La première chose à faire, c'est d'adopter des buts réalistes et concrets. Ne pas chercher à tout chambouler. Faire des petits changements pour vivre des petits succès. Et profiter de l'énergie qui est dégagée pour faire de nouveaux changements, oser de nouveaux comportements. Comme modifier certaines activités pour ressentir davantage de plaisir. Un exemple serait d'écouter une balado intéressante qui nous stimule intellectuellement pendant qu'on fait une tâche routinière comme passer la balayeuse ou faire le gazon. Encore, garder 1 heure pour soi le soir après que son proche est au lit pour faire une activité appréciée comme regarder un feuilleton télé, feuilleter une revue, répondre à des courriels. Utiliser la salle de bain pour s'accorder un moment à soi et investir des soins personnels bienfaisants. Ensuite, pensez à abandonner ou déléguer à d'autres les activités sans valeur ajoutée. Déléguer l'entretien extérieur et profiter du temps et de l'énergie sauvée pour faire une activité avec votre proche, comme aller prendre une marche pour manger une crème glacée. Finalement, envisagez le recours à des ressources extérieures pour conserver des activités à fort intérêt pour vous. Prévoir la visite hebdomadaire d'un enfant à son père pour faire un tour de voiture pendant que vous allez nager. Prévoir la visite mensuelle d'une amie pour prendre le thé avec votre mère pendant que vous allez magasiner. Une façon intéressante de faire des petits changements significatifs, c'est de faire la to-do list d'une journée. Ensuite, mettre ses limites. Regarder ce qu'on est encore prêt à faire et ce qui est sans valeur ajoutée. Pour se faire se poser la question, est-ce que cette activité est motivante pour moi? Est-ce qu'elle me procure du plaisir? Est-ce qu'elle m'apporte de l'énergie? Si ce n'est pas le cas, on a avantage à abandonner, modifier ou déléguer cette activité à quelqu'un d'autre. Tout ça pour conserver son énergie. Il est possible que certains obstacles vous viennent déjà en tête. Mon proche n'acceptera jamais l'aide ou le répit. Présentez-le comme une façon de dégager du temps vous permettant de passer plus de moments agréables ensemble. Présentez-le comme une façon de connaître de nouvelles personnes, vivre de nouvelles expériences et que vous y mettrez fin tout simplement si ça ne fonctionne pas. Présentez-le comme une façon pour vos proches de redonner ce qu'ils ont reçu, que ça leur permettra de rester proches de vous et que ça leur fait plaisir. Mon entourage est trop pris par sa propre vie, ses propres activités pour oser demander. Si c'est l'éloignement qui pose problème, certains proches pourraient vous aider à trouver, par exemple, des ressources. Partagez-leur cette capsule. Peut-être qu'ils pourront être créatifs avec vous et vous aider à trouver des façons de modifier vos activités pour en dégager plus de plaisir ou trouver des ressources pour vous aider à les maintenir. Il manque de temps pour vous aider? Regardez avec eux quels seraient les moments propices, même si c'était uniquement 1 fois par mois au début. Essayez d'établir avec eux un horaire fixe plutôt que variable. Si votre frère, par exemple, vient chercher votre mère 1 fois semaine pour aller au restaurant et que vous ne vous entendez pas sur l'heure du départ et de retour, il est fort possible que vous allez rester à la maison toute la soirée. Si vous convenez d'avance de l'heure d'arrivée et de départ, vous pourrez investir le temps dégagé pour faire une activité significative qui vous redonnera de l'énergie. Si des ressources entrent chez nous, j'ai peur que ça conduise à de l'hébergement. C'est pas le but premier des ressources. Les ressources sont là pour vous soutenir. Si vous démontrez votre capacité à identifier vos limites et à mettre des stratégies en place pour réduire vos chances d'épuisement, vous contribuerez concrètement à garder votre aidé le plus longtemps possible à domicile. En résumé, même si des difficultés peuvent survenir et que votre équilibre risque parfois d'être chamboulé, rappelez-vous que bouger vers ses buts, vers ce qui a du sens pour soi, c'est le meilleur antidote à l'impuissance ou au désespoir. Bouger vers ses buts, c'est en soi une source d'énergie. Laissez-moi vous parler de l'importance du plaisir dans la relation avec votre proche pour maintenir votre énergie. Lorsqu'on parle de proche aidance, on utilise souvent des termes négatifs comme fardeau de l'aidant, détresse, épuisement, stress. Sans vouloir minimiser ces risques réels, il ressort qu'une centration trop importante sur les aspects négatifs de l'accompagnement
fait souvent en sorte que les aidants vont moins se tourner vers les ressources qui leur sont dédiées. Par opposition, considérer les sources de satisfaction ou de gratification associées au rôle d'aidant aide souvent mieux à mobiliser les ressources et développer les forces de la personne. Les sources de satisfaction les plus souvent citées par les proches consistent à maintenir la dignité de la personne, la voir heureuse, lui exprimer son amour et lui donner du plaisir. Les gratifications trouvées dans le rôle d'aidant. Je suis capable de lui rendre la gentillesse qu'elle m'a apportée dans le passé. Je sais que si la situation était renversée, elle ferait la même chose pour moi. Malgré tous ces problèmes, la personne que j'aide ne se plaint pas. L'aide me permet d'être plus proche de la personne dont je m'occupe. La personne dont je m'occupe est reconnaissante. C'est agréable de voir que la personne dont je m'occupe est propre, à l'aise, est élégante. Je me sens estimée de mes amis, de mes membres de famille. Je me sens utile, on a besoin de moi. Devant ces énoncés, on peut comprendre la réticence de certains proches à donner leur rôle. Le besoin ici n'est pas d'être remplacé. Le besoin est surtout d'être soutenu pour réussir à continuer de jouer activement un rôle positif auprès de la personne aidée. Et être soutenu pour préserver les moments de plaisir et nourrir la relation de réciprocité avec l'aidé. Je vous parlerai maintenant de l'approche par le plaisir dans les soins. Il est parfois difficile de voir comment réaliser des activités plaisantes ou signifiantes avec une personne qui a des troubles de mémoire. Il s'agit souvent d'activités simples. Ce qui importe, c'est de se concentrer sur ce qui est vécu pendant l'activité, de se centrer sur le bien-être de la personne, mais pas que le sien. Se centrer aussi sur son propre bien-être, parce qu'on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. Pour pouvoir partager du plaisir avec votre proche, il faut que vous en ressentiez aussi. Se rappeler qu'une activité toute simple, quand elle procure du plaisir, peut avoir un impact important, particulièrement quand l'activité demande peu d'habiletés spécifiques et fait appel aux émotions. Savoir que la mémoire émotionnelle est l'une de celles qui persistent le plus longtemps dans la maladie. La mémoire émotionnelle, c'est la mémoire des émotions associées à des circonstances ou à des personnes. Ce qui veut dire que même quand une personne présente des troubles de la mémoire, elle peut encore ressentir des émotions positives par la mémoire du lien affectif, par le souvenir de l'affectif qui y est associé. Même si une personne atteinte de troubles de mémoire peut oublier d'avoir participé à une activité qui a eu lieu 1 heure avant ou juste 5 minutes avant, les effets positifs, le bien-être qu'elle va avoir ressenti pendant cette activité-là va durer beaucoup plus longtemps que l'activité elle-même et c'est l'effet recherché. Pour procurer du plaisir et du bien-être, une activité doit être bien adaptée et viser le juste défi pour la personne. Il s'agira ici de simplifier les règles du jeu ou de l'activité, procéder étape par étape, peut-être choisir des activités qui présentent moins d'étapes ou dont le résultat n'est pas important. Pensons au chant. Pensons à danser. Limiter ce qui, dans l'environnement, pourrait perturber la personne pendant l'activité. Viser son confort psychologique. Être centré sur le climat et non sur le résultat de l'activité. Rechercher le bien-être immédiat de la personne atteinte d'un trouble de mémoire. En conclusion, j'espère que cette capsule vous aura convaincu de l'importance des activités signifiantes et des moments plaisants pour maintenir votre énergie et continuer de vous investir longtemps et positivement auprès de la personne qui vous est chère. En tant que proche aidant, on a besoin de soutien et c'est bien normal. Et plus la maladie de notre aidé évolue, plus on aura besoin de soutien. On a besoin d'écoute, on a besoin de partager, on a besoin d'être soutenu dans les démarches qu'on fait. On a aussi besoin de rencontrer d'autres proches aidants qui vivent la même chose que nous. Pour le soutien psychosocial, il existe les services info-aidants. Les services info-aidants sont des services d'information, d'écoute et de référence. Ces services sont ouverts de 7 jours sur 7, de 8 heures le matin à 8 heures le soir. Et ce sont des conseillers aux proches aidants qui sont majoritairement des travailleurs sociaux qui répondent à vos questions. Vous pouvez donc appeler les services info-aidants quand vous avez besoin tout simplement d'être entendu ou de parler d'une situation ou encore si vous cherchez une référence pour un service. Il y a beaucoup d'organismes qui offrent, dans le fond, de l'offre de soutien. Ces organismes-là, dans la région de la Capitale-Nationale, je peux vous en nommer quelques-uns. Il y a le Carrefour des proches aidants de Québec, l'Association des proches aidants de la Capitale-Nationale. Il y a aussi le Centre Étape. Tous ces organismes offrent
du service de soutien psychosocial individuel de courte durée. En ce qui concerne les services de groupe, de soutien de groupe, il y a plusieurs organismes dans la capitale nationale qui offrent du soutien de groupe. On parle ici de groupes d'entraide, qui sont des groupes ouverts. On parle aussi de groupes de soutien, qui sont plutôt des groupes fermés. Et il y a aussi des cafés-rencontres où vous pouvez, dans le fond, échanger avec des proches aidants qui vivent la même chose que vous sur différents sujets. Plusieurs organismes offrent du soutien de groupe dans la région de la capitale nationale. On pense plus particulièrement à des organismes à but non lucratif, comme par exemple l'Association des proches aidants de la capitale nationale, le Carrefour des proches aidants, le Centre Étape, le partenaire communautaire Jeffrey pour les proches aidants de langue anglaise. Ces services sont entièrement gratuits quand on parle évidemment de soutien psychosocial, que ce soit du soutien psychosocial individuel ou du soutien psychosocial de groupe, c'est gratuit. Il y a des groupes et il y a du soutien individuel qui s'offre en personne, mais il y a aussi la possibilité de bénéficier de ce soutien-là de manière virtuelle ou par téléphone. Si, par exemple, vous avez besoin d'accompagnement pour justement vous acclimater au côté virtuel ou à la technologie que ça prend pour pouvoir vous brancher à un groupe de soutien, par exemple, bien, les organismes vont se faire un plaisir de vous accompagner, de faire des tests avec vous pour que vous puissiez, la prochaine fois, intégrer le groupe ou que vous puissiez bénéficier du service de soutien psychosocial individuel. C'est important de bien s'informer parce que chaque organisme a ses critères et a aussi sa façon de fonctionner. Il est donc bien important de prendre le temps de bien s'informer en consultant, entre autres, les services info-aidants. Il existe plusieurs formes de répit. Par contre, ici, quand on parle de répit, on parle vraiment du principe où le proche est libéré de la responsabilité pendant un certain temps de sa personne aidée, tout en étant rassuré et sécurisé sur, dans le fond, la santé de son proche. Il y a donc quelqu'un qui peut aller à domicile ou qui peut s'occuper, dans le fond, de la personne aidée pendant quelque temps. Et pendant ce temps-là, le proche aidant, lui, peut vaquer à des occupations pour lui, donc pour se reposer, pour aller faire des courses, pour aller à des rendez-vous, des choses comme ça. Étant donné qu'il y a plusieurs formes de répit, mais qu'il y a aussi plusieurs organismes qui offrent du répit dans la région de la capitale nationale et partout au Québec, il est important de bien s'informer sur les critères d'admissibilité, mais aussi sur les conditions et sur les coûts en lien avec le répit. Pour ce faire, il est important, par exemple, de vous référer soit au service info-aidant. Vous allez avoir aussi de l'information sur aidechezsoi.com ou directement dans les organismes à but non lucratif si vous les connaissez. Quand on parle de répit à domicile, c'est quoi? En fait, le principe du répit à domicile, c'est qu'il y a une préposée qui va aller à la maison pour libérer le proche aidant pour qu'il puisse vaquer à d'autres occupations. Ce qui est important de savoir, c'est que le proche aidant n'est pas obligé de quitter la maison. S'il veut rester à la maison, simplement se reposer, faire du jardinage, il peut le faire aussi. C'est vraiment le principe de libérer le proche aidant de la surveillance, dans le fond, de son aidé pour qu'il puisse faire quelque chose pour lui. Tous les préposés qui vont à domicile sont des préposés qui sont formés. Donc, ce sont des préposés aussi dont on a vérifié les antécédents judiciaires. Ils ont une formation, évidemment, sur les déplacements sécuritaires de l'aidé. Ils ont aussi une formation RCR et ils ont aussi une formation, étant donné que ce sont souvent des proches qui sont atteints de troubles cognitifs, donc une formation sur les troubles cognitifs qui dure 21 heures. Quand on parle de répit-surveillance, ce qui est important de savoir aussi, c'est on ne parle pas de soins. Donc, la personne doit être assez autonome pour elle-même, par exemple, prendre sa médication, elle-même être capable de manger. Évidemment qu'il y a de l'accompagnement pour aller à la salle de bain, pour déplacer la personne. Si la personne s'est souillée, évidemment que le préposé va pouvoir la changer, mais ce ne sont pas des soins ou ce ne sont pas des bains ou c'est pas non plus du ménage ou des choses comme ça. Quand c'est du répit subventionné, généralement, on parle de blocs de 4 heures de répit par semaine. Quand on parle de répit hors domicile ou halte-pause, on fait référence à des organismes à but non lucratif qui offrent des plages horaires durant la semaine qui varient de 3,5 heures à 6 heures en petits groupes de 8 aidés. Donc, sur place, il y a des intervenants qui sont là pour faire de l'animation et pour faire de la stimulation avec les aidés qui sont atteints de troubles cognitifs.
Par exemple, on parle de bricolage, on parle d'activités de stimulation, de jeux pour animer les personnes aidées. Dans la région de la Capitale-Nationale, on parle entre autres de la Société Alzheimer avec l'Intemporel. On parle aussi du Carrefour des proches aidants de la Capitale-Nationale. On parle aussi d'un organisme dans Port-Neuf et dans Charlevoix qui offre des haltepauses. Les services des haltepauses sont payants et, encore une fois, il faut s'informer parce qu'il y a des différents critères, mais il y a aussi différents coûts en lien avec le nombre d'heures, entre autres, où la dispensation de service est donnée. Le fait aussi qu'il y ait un repas ou qu'il n'y en ait pas. Pour avoir accès au service de haltepause, dans certaines haltepauses, vous pouvez avoir recours à des services de transport, mais je vous dirais qu'en général, c'est le proche aidant qui doit aller reconduire son aidé à la haltepause. Il y en a dans différents secteurs là, de la région de Québec. Mais il y a certains endroits où ils ont des ententes aussi avec des services de transport bénévoles. Donc, il faut encore une fois bien s'informer en consultant les services info-aidants ou les organismes eux-mêmes. L'Intemporel, c'est un centre de jour qui a été mis sur pied pour accueillir les personnes qui vivent avec des atteintes cognitives, dans le but premier d'offrir du répit à l'aidant qui vit avec son proche 24 heures sur 24 à la maison. C'est par le fait même aussi un centre de jour qui permet à la personne qui vit avec des atteintes cognitives de participer à des activités, de socialiser. Les aidants qui viennent ici demandaient souvent d'avoir du répit, qu'on crée quelque chose pour leur offrir des moments à eux. En 2008, l'Intemporel a vu le jour. On m'a engagée pour pouvoir démarrer le centre de jour. Ça nous donne une journée qu'on peut faire des choses pour soi. Et puis on se sent pas coupable parce que lui aussi, il fait des choses agréables là-bas, qu'il aime beaucoup. L'intemporel, le temps n'a pas d'importance, autant le passé que le futur, donc on vit le moment présent. Il se sent comme si c'était sa deuxième maison. Il est content de voir les autres, les animatrices. Il est toujours bien accueilli d'ailleurs. Il se sent chez soi. J'ai hâte d'arriver pour voir mon équipe et les accolades. Je suis content. On a des bonnes animatrices. Et ils ne sont pas difficiles, puis ils ne nous forcent pas. Moi, je suis sereine aussi. Quand Sylvie est bien, moi, je suis bien. Hein? Il est toujours content de venir. Alors, ça me joie le matin de le voir aller. Là. Il a les yeux brillants. Là, puis... Moi, le matin, à 4 heures, je suis prêt. Le taxi n'arrive pas à la bonne heure. Aujourd'hui, ce que je regarde après 10 ans, ce que je suis fière, c'est que l'accueil de la personne est la même. Notre approche est gagnante. On le sent que c'est la clé pour vraiment que ces gens-là se sentent bien chez nous. C'est sûr qu'il faut réaliser qu'on est un organisme communautaire. Alors, on a très peu de subventions, on vit beaucoup de dons. Et d'ailleurs, quand l'Intemporel a démarré il y a 10 ans, on offrait le service une journée semaine à un groupe de 8 personnes. Et maintenant, on est rendu à 10 ans plus tard, à 5 jours semaine, et on accueille près de 50 personnes par semaine. Alors, on voit aussi l'importance du service. Le cœur, il dit toujours la vérité. Mais la mémoire, elle peut être embrouillée, elle peut être retardée ou de quoi que ce soit. Mais le cœur, il ne ment pas. Il dit toujours la vérité, l'heure juste. L'amour, c'est fort. C'est très fort. Hein? Ce que je souhaite pour l'Intemporel, de multiplier le service parce qu'on se rend compte que c'est ce qui correspond le mieux à cette clientèle. Ça répond bien à leurs besoins. Au mailles sont les voiles, le ciel est pur et beau, voir briller l'étoile qui
guide les matelots. Il existe aussi du répit directement pour les proches aidants. Dans la région de la Capitale-Nationale, on a le monastère des Augustines où le proche aidant peut aller faire un séjour qui varie de 2 à 4 jours maximum par année. Ce séjour-là est offert directement pour le proche aidant et ça lui coûte 30 $ plus taxes par nuitée. Et ça inclut les 3 repas, les activités de ressourcement, la consultation en individuel aux besoins. Donc, c'est vraiment une belle opportunité pour le proche aidant d'aller se reposer. Évidemment, il faut qu'on se pose la question, pendant que le proche aidant n'est pas à domicile et qui est au monastère, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre soin de lui à domicile? Donc, si vous avez besoin d'aide pour trouver quelqu'un qui va aller garder ou en tout cas qui va aller surveiller votre personne pendant que vous êtes au monastère des Augustines, il y a le service qui peut vous être offert de recherche de personnes pour aller à la maison pour garder votre personne pendant que vous êtes au monastère des Augustines. Il existe les services de répit. Ceux-ci sont offerts en complémentarité avec les services de répit offerts par les organismes communautaires. Généralement, le proche aidant va voir avec l'intervenant pivot la nécessité de mise en place de services de répit. Selon l'évaluation et selon les besoins de la personne, il est possible de mettre en place du répit par le CLSC ou encore d'inscrire la personne au centre de jour du CIUS de la Capitale-Nationale. Pour les personnes qui sont suivies par le CLSC, il existe des services de répit plus spécifiques. Il faut savoir que certains répits pourraient demander une contribution minimum pour pouvoir accéder aux services. Parmi les offres de services, il y a celle de baluchon Alzheimer. Dans ce service, il s'agit d'une baluchonneuse qui vient à la maison pour un nombre de jours déterminé et qui prend soin de la personne qui est en perte d'autonomie. Ceci permet à l'aidant de sortir du domicile et d'aller se reposer. Les baluchonneuses sont formées pour prendre soin des personnes présentant des atteintes cognitives et elles portent une grande attention aux habitudes de vie de celles-ci. Il existe aussi les services d'hébergement temporaire. Ces services peuvent être utilisés de façon planifiée ou en urgence lorsqu'il y a des disponibilités dans les lits. L'hébergement temporaire fait en sorte que la personne ayant des besoins d'aide soit accueillie dans un milieu pour répondre à ses besoins, ce qui permet à la personne aidante de pouvoir aller se reposer. Pour les critères d'admissibilité à l'hébergement, il y a des critères selon la nature des besoins de la personne, selon le nombre de jours consécutifs pour lesquels on peut y avoir accès, ainsi qu'un nombre maximum par année. L'intervenant pivot du CLSC vous accompagnera dans la planification de ce répit, qui est un moyen souvent très aidant pour prévenir l'épuisement. Il y a également quelques lits de dépannage psychosocial qui peuvent être utilisés en urgence lorsque la personne aidante n'est plus en mesure d'offrir l'aide pour une raison qui est hors de son contrôle et souvent urgente, comme par exemple une hospitalisation. Pour avoir accès à ce service, il faut bien évidemment être déjà connu du CLSC. Pour avoir de l'information, si vous êtes admissible et sur les critères d'admission ou pour voir à vous faire référer au CLSC, vous pouvez contacter le volet infosocial au 811.